Cela fait 4 ans que je vous parle de cette série depuis son annonce officielle et elle est enfin ici. Fallout. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Fallout est l'histoire d'une femme qui vit dans ce qu'on appelle un vault, une sorte de bunker pour protéger les gens qui habitent dedans de l'apocalypse et des radiations de l'extérieur. Car oui, en effet, le monde a été détruit par une guerre nucléaire et il est très difficile de survivre à l'extérieur de ces fameux bunkers, mais malheureusement, elle sera obligée de le quitter. C'est là qu'il va découvrir un nouveau monde et croiser plein de personnages intéressants lors de son aventure à l'extérieur. Mais avant de commencer, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est un service qui est vraiment utile. Honnêtement, si vous essayez n'importe quelle plateforme de streaming, vous allez voir des catalogues complètement explosés, que ce soit sur Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Exemple tout bête, l'un de mes films préférés l'année dernière, et je vous le dirai constamment, c'est Past Lives, qui est disponible sur Netflix. Dune 1 est disponible sur Netflix, il n'est pas facile à trouver celui-ci. Sur Disney+, vous avez Wish, que personne a vu en salle. Pour le coup, vous avez Pauvre Créature, l'un des meilleurs films de cette année. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon. Et pour ceux qui sont pressés, vous pouvez déjà débloquer Max, qui est probablement la meilleure plateforme de streaming. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Et YouTube sans publicité, ça change la vie. Vous pouvez essayer dans un pays de l'Union Européenne qui a YouTube pour moins cher, la Roumanie, la Bulgarie, ou encore moins cher au-delà de l'Union Européenne, la Turquie, l'Inde, l'Argentine, bref, ça change la vie. Vous serez en meilleur de sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Peu importe l'appareil, ça se fait en quelques clics rapidement, sans aucun souci. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et encore épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Fallout, vraiment, ça fait longtemps que j'attends cette série, tellement que j'en avais fait une vidéo à l'époque sur comment réussir cette série Fallout. Et pour ceux qui se rappellent de cette vidéo, vous étiez pas beaucoup à la regarder, hein. Mais croyez-moi qu'ils m'ont pas mal écouté. Je sais bien que ma vidéo a eu énormément d'influence sur les scénaristes de la série, mais étonnamment, ils ont respecté à peu près tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Donc je suis très étonné, parce que oui, c'est la nouvelle série sur Amazon Prime Video, et je vous précise tout de suite, je fais une critique en tant que quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo, mais j'ai aussi pris du recul en prenant le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux. Du coup, je vais faire les deux critiques et à chaque fois, je vous dirai ce que j'aime bien en tant que personne qui aime juste les séries et en tant que personne qui aime bien les jeux vidéo. Parce que oui, j'ai fait tous les jeux vidéo sauf le premier et Fallout 76 parce que l'aspect multijoueur m'intéressait pas et j'ai pas fait le premier parce qu'on m'a dit le deuxième est mieux et c'est le même délire. Donc j'ai jamais pris le temps de faire le premier. Mais tous les autres, je les ai faits. Mon préféré, comme beaucoup de personnes, hein, c'est Fallout New Vegas, un classique. Mais vous inquiétez pas, que vous soyez fan des jeux vidéo ou pas, vous allez comprendre parfaitement la série. Elle est faite pour les deux types de personnes. Il y a plein de gens qui travaillent dessus, mais les noms les plus connus sont évidemment Jonathan Nolan qui réalise la moitié des épisodes, sa femme Lisa Joy qui travaille aussi dessus. Même si c'est pas les scénaristes principaux, c'est eux les plus connus. Même s'il y a aussi plein d'autres personnes connues dans l'équipe technique, disons, il y a Ramin Djawadi qui fait la musique, il y a Todd Howard, le plus gros nom de Bethesda, qui a aussi un petit peu bossé dessus. Donc c'est une série qui est approuvée par Bethesda et de manière générale, lorsque l'entreprise du jeu vidéo travaille sur l'adaptation, ça se passe plutôt bien. C'est rare que ça se passe mal. Les exemples récents sont de Last of Us par exemple. Quand les gens sont impliqués, généralement ça fait des choses assez positives. Je ferai aussi, pour ceux que ça intéresse, une vidéo sur la potentielle saison 2. La saison 2 n'a pas encore été confirmée, mais je pense que la série aura du succès et qu'elle va plaire et qu'une saison 2 va rapidement arriver. Je sais pas si rapidement, mais je pense que d'ici 1 an et demi, c'est possible. La série est sortie intégralement sur Amazon Prime Video. Les 8 épisodes d'une heure sont disponibles depuis hier. Et c'est bien parce que la bande-annonce n'a montré que le début de la série, donc ça m'a rendu assez content. Il y avait pas mal de surprises et c'est bien parce que j'avais peur que la bande-annonce en révèle un peu trop, mais pas du tout. Le format binge-watching, au final, il est passé plutôt bien, même si j'aurais pas mal apprécié une sortie hebdomadaire. J'ai aussi tout dégusté d'un coup, j'ai tout enchaîné parce que ça donne envie de regarder. Il y a des cliffhangers constamment, c'est bien rythmé, ça donne envie de binge-watcher et en vrai, ça se binge-watch très très bien. Par contre, je vous conseille deux choses. Je vous conseille de passer les récapitulatifs d'épisodes en chaque début d'épisode pour la simple et bonne raison qu'ils spoil un peu l'épisode qui va arriver, ce qui est un peu débile. Et je vous conseille de regarder le générique de fin aussi parce que le générique de fin, c'est un peu des passages artistiques de l'épisode que tu viens de voir ou d'autres choses et c'est assez intéressant, même si Amazon te force à regarder la suite automatiquement. Et regardez le générique, il y a souvent des bonnes musiques et
de l'art assez cool, donc je vous le conseille. Et évidemment, j'ai pas envie de faire de la pub à ça parce que je trouve ça dégueulasse, mais moi j'ai pris le forfait sans publicité d'Amazon qui augmente votre qualité visuelle car ça active le Dolby Vision et surtout ça enlève les 3 à 5 minutes de pub par heure, donc par épisode. Personnellement, je l'ai fait, 2 € par mois. Je vous dis pas de le faire forcément, mais je l'ai fait pour avoir une meilleure expérience. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des coupures assez nettes dans chaque épisode. En gros, vu qu'il y a pas mal d'intrigues différentes, ils vont sauter d'une intrigue à une autre. Il y aura une coupure avec un écran noir. T'as l'impression que ça a été fait pour mettre des pubs. D'ailleurs, c'est une critique que je peux faire, c'est qu'il n'y a jamais aucune transition d'une intrigue à une autre. Ils auraient pu faire des transitions intéressantes en termes de mise en scène ou autre, mais non, c'est toujours des coupures noires, comme si la série était faite pour mettre des pubs. Et ça m'a un petit peu agacé. Et je suis curieux de voir si c'est un truc qui va beaucoup se produire dans les séries Amazon, s'ils vont expressément mettre des coupures pour les pubs. Parce que quand tu regardes Fallout, c'est vraiment l'impression que t'as. Pour ceux qui connaissent pas, Fallout, ça se passe dans les années 50 esthétiquement. Pourquoi est-ce que je dis esthétiquement? C'est que le monde de Fallout est le même que le nôtre jusqu'aux années 50 où le transistor n'a pas été inventé et surtout où la guerre froide a continué parce que l'apocalypse de Fallout débute en 2077, mais on dirait les années 50 avec de la technologie bien plus avancée. Donc c'est une vision du futur basée dans les années 50. Donc l'ambiance est années 50, mais c'est dans le futur. C'est de la science-fiction apocalyptique dans le futur avec une vibe années 50 et vu que c'est l'apocalypse, on retourne encore plus dans le passé, mais artistiquement c'est intéressant parce qu'il garde du coup tout ce qui est musique par exemple des années 50 et avant évidemment. Et ce qui est bien, c'est que du coup c'est la guerre froide et on voit beaucoup d'épisodes avant l'apocalypse, ce que je trouve très intéressant parce que ça n'a jamais réellement été exploré dans les jeux en tant que joueur en tout cas. Donc là il y a beaucoup d'épisodes avant l'apocalypse qui sont vachement bien, c'est parmi les meilleurs passages de la série, dont la guerre nucléaire qui est montrée au début qui est assez glaçante et l'intro de l'épisode 1 est vraiment réussi. Et c'est le mélange des deux, guerre froide, guerre nucléaire qui marche vraiment bien dans la série et évidemment l'esthétique années 50 qui est extrêmement réussie. Alors oui, ils reprennent tout de Fallout, hein, les robots, les designs, tout, mais c'est cool de voir l'apocalypse années 50. Ça a toujours été génial et ils l'ont vraiment bien fait dans les décors, dans les effets spéciaux, ils ont réussi à s'approprier l'ambiance comme il faut. Que ce soit avec les publicités dans le même style artistique ou même la musique très années 50 aussi surtout, mais il y a plusieurs passages donc de Ramin Djawadi, beaucoup de musique militaire pour certaines intrigues, beaucoup de musique un peu mystérieuse pour certains passages, beaucoup de yodel, beaucoup de musique de Far West aussi. Il y a une vraie diversité musicale, orchestrale et instrumentale et surtout de musique. Il y a 5 à 6 chansons chantées. Pour ceux qui connaissent Fallout, vous allez avoir plusieurs chansons des Ink Spots, plusieurs chansons de Johnny Cash et plein d'autres artistes hyper connus qui sont vraiment super à suivre, qui donnent vraiment l'ambiance Pip-Boy dans le jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, on a une sorte de radio et on peut écouter de la musique et en gros c'est ce qu'ils font dans la série aussi. Alors oui, la musique est pas dans le monde en soi, mais c'est le même délire, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs chansons, 5 à 6 fois par épisode, qui mêlent l'ambiance justement. Alors oui, la musique est pas du tout subtile, ils vont prendre des chansons qui parlent de la scène en question, mais ça marche avec le délire kitsch de Fallout, où ils jouent carrément sur ça. Et la musique de Fallout, donc le thème principal des jeux vidéo, n'intervient qu'une seule fois, à un moment que je trouvais assez intéressant, par rapport à un certain drapeau, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais pour les fans de Fallout, vous allez entendre beaucoup de lore de l'univers, ça va parler d'Anchorage, ça va parler de plein d'entreprises de l'ère avant l'apocalypse. Cette série, c'est à la fois un western, à la fois une série de mystères, et à la fois une série un peu de secte. Et en tant que fan de Fallout, il faut comprendre que cette série est kitsch, elle est drôle, elle est violente. Il y a pas mal de sexe, surtout dans les dialogues, ils parlent beaucoup de sexe d'une manière très légère. Il y a pas mal de religion, il y a tout ce qui fait Fallout. Donc si vous aimez pas le kitsch, si vous aimez pas l'humour, cette série, c'est une comédie. C'est une comédie d'action si vous voulez, mais c'est globalement une comédie. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a aucune séquence horrifique, je dirais. Alors oui, il y a des séquences de tension où tu flippes un petit peu pour le personnage parce que tu t'attaches vraiment aux personnages et à leurs intrigues, mais il n'y a aucune séquence horrifique, même si ils font un gros teaser sur la saison 2 qui va avoir une ambiance, je pense, bien plus lugubre. Mais pour ceux qui n'aiment pas le kitsch et la comédie, c'est pas pour vous. Parce que Fallout va être volontairement kitsch dans les dialogues et dans à peu près tout. Pour vous donner un exemple, il y a un personnage à un moment qui va dire à un autre « Est-ce que tu veux qu'on ait du sexe ?» Et le personnage va répondre « Tu veux dire que j'utilise ma bite ?» Donc c'est typiquement le genre de dialogue qui est très Fallout pour le coup, parce que c'est un peu tous des enfants qui ont vécu un énorme bourrage de crâne et ils savent pas se comporter en société. Et c'est exactement ça Fallout en fait. Il y aura plusieurs intrigues. Premièrement, c'est l'histoire de Lucy qui sort de ce fameux Vault et qui va découvrir le monde. Elle a une raison précise pour aller dehors, c'est ce qu'on appelle un MacGuffin dans le cinéma, une sorte d'objet qu'elle doit retrouver. Je vais évidemment parler en détail de tous ces personnages en spoiler. Il y a le personnage de Walton Goggins qui apporte le côté un peu plus western parce qu'il joue une goule. Le maquillage est génial et il est incroyable, il vole clairement le show dans chaque séquence. Il y a un homme qui s'appelle Maximus de la confrérie qui lui justement va être plutôt dans le délire secte, religion, qui sera intéressant mais pas que. Et il y a Norm qui aura une intrigue un peu plus mystérieuse par rapport au Vault. Il y a toutes les factions que vous connaissez de Fallout, elles sont pas beaucoup développées mais c'est un peu le but parce que du coup la série se concentre vraiment sur ces personnages, leurs intrigues
l'intrigue et les factions sont un peu expliquées, mais tu vois que la série garde un peu tout ça pour la suite. On parle un peu des factions, de la confrérie, de l'enclave et tout, de la Nouvelle République de Californie, parce que ça se passe en Californie, mais entre guillemets, ça s'arrête là. Pour l'instant, c'est les personnages, mais tu vois que là, c'est une saison d'introduction et qu'ils ont laissé beaucoup de choses pour la saison 2. Et c'est une bonne chose parce que je pense que sinon, ça aurait été beaucoup trop d'un coup et les gens n'auraient pas forcément accroché. Ça fait première saison, mais l'intrigue se conclut. Il y a certes un énorme cliffhanger, surtout pour les fans. Je vous expliquerai le cliffhanger à la fin pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Pour les fans, il y a un cliffhanger qui est extrêmement surprenant d'après moi. Je m'attendais pas du tout à ça. La direction que va prendre la série me fait extrêmement plaisir. Mais c'est vrai que c'est une saison 1 d'introduction, certes, mais qui a une vraie intrigue qui se conclut. La saison 2 sera totalement différente. La fin vend clairement du rêve. Et oui, même si esthétiquement, pour ceux qui connaissent, ça se rapproche plus de Fallout 4, il y a quand même beaucoup de références qui font très Fallout d'avant, mine de rien. Et la suite, d'après moi, va faire très plaisir. Donc c'est une série d'aventure et tu sais jamais dans quelle direction ça va aller. C'est ça qui est rafraîchissant. Il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de surprises. Et c'est pour ça que le binge-watching se fait super bien. Pour parler des visuels, c'est vrai que le CGI et les effets spéciaux de manière générale, les effets pratiques sont vraiment bien faits, je trouve. Il y a ce mélange entre sale et propre et en même temps quelque chose de très palpable. Donc il n'y a jamais rien de choquant. Il y a une séquence à la fin que j'ai trouvé particulièrement moche et il y a quelques petites séquences où tu vois un peu les fonds verts ou n'importe quelle technologie qu'ils ont utilisée. Mais ça sort pas vraiment du truc parce que c'est plutôt bien fait et t'es impliqué dans l'intrigue. Donc les visuels dérangent pas tant que ça, même s'il y a quelques séquences un peu immondes, surtout la fin, j'en parlerai en spoiler. Il y a un grain de film qui fait très pellicule, il y a d'ailleurs beaucoup trop, même je dirais, de grains de film, mais visuellement, franchement, ça passe. Et il y a un bon mélange d'effets pratiques, effets CGI, on y voit quasiment que du feu et on voit le budget derrière. Et il y a pas mal d'idées de mise en scène, surtout lorsque c'est Jonathan Nolan qui réalise, il est plutôt bon, je trouve. Il y a une sorte de séquence à un moment où un projecteur brûle et du coup la pellicule brûle et la projection commence à brûler et ça fait genre une image de bombe atomique qui est une référence à ce qui se passe dans la série. Il y a pas mal de petites idées comme ça à droite à gauche. Quand c'est Wayne Yip qui réalise, c'est un peu moins innovant, je trouve, mais ça reste assez efficace en termes de mise en scène. Il y a pas mal de références visuelles, hein, comme à The Searchers, un des plus grands westerns de tous les temps. Ce qui est vraiment fort, c'est pas vraiment les plans de caméra qui sont souvent assez classiques, même s'il y a quelques idées encore une fois, c'est le world building, c'est la manière dont tout est rangé pour te montrer ce monde, te montrer ces décors, que ce soit toutes les villes qui sont faites de ferraille, que ce soit tous les endroits abandonnés qui sont vraiment bien décorés, qui te plongent vraiment dans l'ambiance, que ce soit des gens qui jouent au basket avec des briques, il y a plein de petits détails comme ça qui sont géniaux et qui te plongent dans l'ambiance, dans le monde. Puis ils arrivent à iconiser pas mal de séquences, surtout la fameuse sortie du Vault dans le premier épisode, ou la bombe nucléaire évidemment, je vous montre pas d'image, je vous laisse découvrir tout ça. La critique que j'ai à faire, c'est qu'il y a une séquence dans un désert que t'as l'impression qu'il se répète constamment. Des décors très similaires à certains moments, et t'es un peu perdu dans la géographie. T'as quelques séquences où tu sais pas trop dans quelle direction vont les personnages, et vu que t'as des décors très similaires à certains endroits, t'as l'impression qu'ils refont marche arrière sur certains endroits, qu'ils sont déjà venus par là, et c'est un peu confus à certains moments, mais bon, je chipote un petit peu, et je pense que la saison 2 aura bien plus de diversité au final. Les armures sont top, les créatures sont bien faites, il y en a pas beaucoup, mais il y en a suffisamment, je trouve, et la saison 2 tease encore plus de choses par rapport à ça. La végétation qui a pris le dessus, le côté très sable et sec de l'apocalypse, d'autres endroits bien plus propres avec de l'eau, bref, il y a vraiment de tout de ce point de vue-là, et j'aime beaucoup la diversité du monde. En plus, ils arrivent à créer du stress et de la tension sur des séquences assez anodines, au final. Ils arrivent vraiment à avoir un build-up qui t'accroche vraiment à la série, avec de nombreux cliffhangers qui t'obligent à regarder la suite juste après. Plein de références visuelles à la série de jeux, évidemment, mais la série a vraiment réussi à s'accaparer l'univers, et je pense que les gens, après avoir vu la série, surtout ceux qui connaissent pas les jeux, vont vouloir en savoir plus sur l'univers des jeux. Il y a aussi une blague qui était reprise de Dark Knight Rises qui est assez rigolote, et il y a pas mal d'autres séquences qui font penser à d'autres films, il y a quand même pas mal de références cinématographiques assez drôles. Mais franchement, l'action est bien filmée, elle est fun à regarder, même si c'est pas toujours la chose la plus intéressante, je dirais, dans l'univers. Ce qui est intéressant dans l'univers, c'est en soi l'intrigue plutôt que la mise en scène, mais ça tient en haleine plutôt bien, je trouve. Même si encore une fois, c'est un peu trop lisse, un peu trop simple à certains moments, et c'est pas parfait. Alors oui, parfois, ils vont jouer la case survivaliste, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment prendre en compte le fait qu'ils ont pas assez d'eau, qu'ils ont pas assez de nourriture, et parfois ils vont complètement l'ignorer. Du coup, c'est pour ça que t'es un peu perdu dans la géographie. Tu te dis, ok, si c'est une aventure, il faudrait que je sache où ils vont, dans quelle direction, et il faudrait surtout que je sache s'ils ont les ressources pour survivre, parce qu'ils vont souvent parler de ça, mais tu les vois rarement interagir par rapport aux ressources, sauf lorsque le scénario le demande, ce qui est un petit peu décevant. Mais je comprends tout à fait le délire de pas avoir fait une série complètement survivaliste. Et le kitsch va parfois un peu trop loin, surtout tout ce qui concerne une séquence en armure que j'ai trouvé assez ridicule, et il y a un côté très Iron Man aux armures que j'ai trouvé un peu décevant, un peu trop Marvel et loufoque, mais bon, généralement le kitsch passe bien. Et la série est relativement drôle. Il y a pas mal de séquences où j'ai vraiment rigolé. Oui, il y a des facilités scénaristiques comme justement cette armure-là, que tu peux être facilement coincé dedans. Vous voyez très bien de quoi je parle. Les personnages qui se croisent constamment alors que t'as l'impression que l'univers est énorme, mais au final, ils se croisent constamment sans trop de soucis. Encore une fois, quand le scénario le demande, t'as l'impression. Et oui, l'histoire est simple en soi. C'est un fameux MacGuffin dont tout le monde est à la recherche et forcément, la série se finit là où tous les personnages se croisent et c'est ça qui est intéressant. Mais la série te surprend quand même au fur et à mesure. À la fin de l'épisode 2, tu sais pas dans quelle direction
direction va aller la série. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils vont sur des petites aventures qui, oui, sont dans un fil rouge constant, mais qui sont là pour créer l'humanité et pour créer justement du world building intéressant. Alors oui, je critiquerais vraiment le dernier épisode qui est trop à rallonge d'après moi et qui est genre 45 minutes d'explications qui sont d'après moi assez lourdingues et pas très intéressantes. Alors oui, quand t'es fan de Fallout, c'est intéressant, mais je pense que beaucoup de personnes ne seront pas forcément fascinées parce que c'est 45 minutes pour t'expliquer le scénario et je trouvais ça un petit peu maladroit. Je chipote un petit peu encore une fois, c'était quand même bien, mais c'était vraiment genre l'épisode final où le mystère est résolu et ils en font un peu des caisses. Mais pour le coup, ils arrivent vraiment bien à équilibrer drame, kitsch, humour et toutes les thématiques de la série. Parce que justement, la série arrive à avoir de l'humanité, à du cœur, justement par des petites rencontres des personnages tertiaires qui rencontrent une fois, qui ne revoient plus jamais, qui créent justement cet univers, de l'ambiance et auquel tu t'attaches rapidement et qui les rendent assez mémorables. Il y en a pas mal, comme ça j'en parlerai en spoiler. Et je trouve que justement ça crée un monde vivant où tu as l'impression qu'il y a des gens qui existent réellement, qui ont des émotions, des sentiments, qui vivent et qui sont impactés par ce monde. Que ce soit par rapport à des chiens, des expériences scientifiques, des gens qui se suicident ou un peu l'humanité perdue de manière générale, je trouve qu'ils arrivent vraiment à dramatiser des choses très humoristiques et inversement. Il y a un personnage qui est méchant qui dit au début de la série « J'ai quand même passé la meilleure journée de ma vie ». Et fatalement, même s'il est méchant, tu ressens quelque chose de très humain en lui. Et ça, c'est très appréciable et ça arrive constamment dans la série. C'est très peu manichéen, je trouve. Les méchants sont pas si méchants que ça au final et les gentils sont pas si gentils que ça. Et j'aime bien le retournement de situation qui arrive constamment par rapport aux motivations des personnages et des nombreuses factions. Après, c'est les thématiques classiques de Fallout, le bourrage de crâne, la propagande, le délire de conspiration, le capitalisme à outrance qui a abusé. Pour ceux qui connaissent Fallout, vous savez à quel point le capitalisme est important et critiqué dans l'univers. Et là, ils le font encore très très bien. Mais ça va parler des limites de la science, de l'humanité perdue dans la science, la nature humaine, le cynisme de cet univers, ce que les gens feraient pour l'argent ou pour survivre un peu plus, le cannibalisme par exemple, le macartisme, ça je m'y attendais pas. Mais ils passent un long moment pour parler de macartisme, de communisme, parce que dans l'après-apocalypse, c'est la guerre froide. Le communisme aux États-Unis, c'est mal vu. Et ils en parlent beaucoup. Et c'est une série très de gauche, étonnamment. J'aime beaucoup la tournure à Hollywood en ce moment de critiquer les gens qui s'opposaient aux idées de gauche. Ça arrive relativement souvent en ce moment. Il y a aussi tout un passage sur Hollywood, vu que ça se passe en Californie pour le coup, même si c'est pas le premier Fallout qui se passe en Californie. Ils parlent beaucoup d'Hollywood, des acteurs qui sont mal payés, des acteurs qui deviennent des produits plus qu'autre chose. C'est une discussion à Hollywood qui fait un petit peu tâche dans l'univers, je trouve, mais qui est de plus en plus expliquée et qui crée un arc narratif vraiment intéressant pour un personnage plus précisément. Ça critique les gens qui sont anti-immigration aussi, ça critique l'extrême droite, c'est évident, et ça critique le fascisme des nombreuses factions. Parce que toutes les factions dans cet univers-là sont fascistes, et c'est encore une fois, comme tous les Fallout, une grande critique du fascisme et du capitalisme, et ça le fait plutôt bien. Parfois de manière pas du tout subtile, et parfois avec un peu plus de subtilité tout de même. Franchement, tout le monde joue super bien, ils sont tous très charismatiques, tous les acteurs, que ce soit les rôles principaux, les rôles secondaires et même tertiaires, même s'il y en a qui sont à peine présents comme Linus de Lost, oui je vais l'appeler comme ça, je suis désolé, Matt Berry que j'adore, ou Chris Parnell, qui est genre le père d'Henry et Morty, à chaque fois j'entendais sa voix, j'entendais Jerry de Rick et Morty, mais au fait, c'est ça qui est fort, c'est que tous les rôles secondaires ont le droit de briller, et c'est une série qui laisse les acteurs briller. Et justement, les intrigues principales, on en parlera en spoiler, sont tous gérés par des acteurs qui portent vraiment l'intrigue, et c'est bien quand une série donne autant d'opportunités à des acteurs de bien jouer. Ils jouent tous très bien la comédie, tous très bien le drame, le casting est super quoi. Pour conclure, Fallout, c'est un petit miracle, hein, soyons honnêtes. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien adapté, je m'attendais pas à ce qu'il respecte autant l'univers, et je m'attendais pas à avoir une intrigue de 8 épisodes aussi bien ficelée. Oui, il y a des imperfections, oui, il y a des choses parfois un peu bébêtes, et ça manque de précision dans la mise en scène, et le dernier épisode est un peu too much, je trouve, mais que c'est satisfaisant, que c'est efficace, que c'est fun. Je pense que les gens qui connaissent pas du tout Fallout vont kiffer, les gens qui connaissent comme moi et qui adorent Fallout vont adorer. J'étais comme un gamin devant la série, j'ai trop hâte de voir la saison 2. En tant que fan, c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues de saison 1 depuis un moment. C'est très enthousiasmant comme série pour le coup, c'est très divertissant, franchement le binge-watching se fait vraiment très bien, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je me suis vraiment attaché aux personnages, j'ai envie de les revoir, j'ai adoré les acteurs, tout était nickel. C'est pas parfait, mais que j'aime cette saison. Donc fan ou pas de l'univers, je ne peux que vous conseiller Fallout sur Prime Video, ça vaut clairement le détour. Sauf encore une fois si vous n'aimez pas le kitsch, la comédie apocalyptique et tout, bien sûr. Mais si vous m'avez écouté pendant tout ce moment-là, vous savez si vous allez aimer ou pas. Maintenant, je vais passer en spoiler. J'adore à quel point les personnages sont pas si manichéens que ça au final et à quel point ils évoluent. Maximus, au début, c'est un loser, ambitieux, mais en même temps un gros connard. Mais il représente la confrérie. La confrérie n'est pas basée sur la loyauté. Et lui en est l'exemple. Il a trahi son chevalier, Titus, pour son propre intérêt et aussi parce qu'il a vu que son chevalier c'est un énorme loser. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit pas quelqu'un d'appréciable au début. Et justement qu'il a une vraie évolution. Après avoir survécu à une explosion nucléaire dans un frigo, comme un certain film, ça montre un peu sa lâcheté, ça montre à quel point il est désabusé par rapport à la confrérie. Et justement la confrérie
confrérie le met en avant, surtout à la fin, par rapport à quelque chose qui n'est pas son succès. Et tu vois que dans la confrérie, personne ne mérite d'être à sa place. Tu vois qu'il y a très peu de courage et que tout est faux. Ce qui est vraiment la confrérie. En plus, le côté religieux, évidemment, des paladins et tout, terme très religieux. J'adore le fait qu'il veuille faire du bien pour son ego, t'as l'impression, pas pour faire du bien. Tellement qu'il va faire justice lui-même sans analyser la situation, comme lorsqu'il laisse partir un baiser de poule. Il profite de son écuyer que j'ai beaucoup aimé, très drôle et que j'ai envie de revoir dans la saison 2 en tant que ghoul. C'était le comic relief qu'il fallait à la série en plus. Et je trouve leur alchimie fatalement vraiment réussie. Au début, je pensais que ça allait me saouler, mais non, j'ai vraiment apprécié son intrigue et je l'ai trouvé attachant au final. Il est un peu bébête, hein, mais c'est la confrérie. Ils sont un peu bébêtes. Ce mec-là, Maximus, c'est l'image de la confrérie. Il essaie de faire beaucoup de bien en faisant du mal et au final, il fait même pas tant de bien que ça. Mais c'est intéressant de voir comment il sera dans la confrérie. Est-ce qu'il va accepter son rôle dans la confrérie ou est-ce qu'il va commencer à jouer un peu double jeu? Il y a quand même un homme maintenant qui a toutes les raisons du monde de se venger en sachant qui a détruit sa ville. Ça sera important pour ses motivations. L'acteur était top, il a une bonne évolution. À la fin, il est super confus de quelle est sa place dans le monde et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de voir son arc dans la saison 2 pour le coup. Il y a clairement des choses à raconter. Mais c'est pour ça qu'à la fin, lorsqu'il tue Moldaver, et c'est lui qui reçoit toutes les récompenses par rapport à ça, mais c'est un personnage intéressant parce que c'est Fallout. Elle veut faire le bien en faisant du mal. Elle représente le NCR, justement, et elle est tombée dans les travers de ce qu'elle critiquait. Elle utilise les technologies de Voltec, elle pense avoir le bien absolu, mais elle en crée une secte. Tu vois qu'elle est un peu plus accueillante que d'autres sectes, on va dire, ou d'autres factions. Mais encore une fois, elles veulent pouvoir pour instaurer son ordre. Et ça a toujours été ça l'histoire de Fallout. C'est plusieurs factions qui se battent pour instaurer leur vision de la société. Et c'est pour ça que c'est le bordel, et elle en fait partie. Vu que toutes ces factions ont des idéologies différentes, forcément il y a une friction qui se crée. En plus d'avoir des histoires personnelles où elle veut se venger et tout, j'ai trouvé ce personnage intéressant. Bon, pas forcément beaucoup développé, hein, mais c'est le but. C'est juste la fin où il est super explicatif et ça prend genre des plombes. Tu dis ok, c'est bon, on n'a pas besoin d'une explication comme ça. T'aurais pu le faire un peu de manière différente et plus subtile, mais bon, c'est pas grave à la limite. C'est là aussi que j'ai trouvé la séquence de fin très moche visuellement. Alors oui, c'est l'extérieur du monde que tu vois là, mais vu que c'est un observatoire, pendant longtemps je me suis dit si c'était pas une projection. Parce que le décor est tellement moche avec les couleurs et tout, que ça m'a mis le doute. Donc oui, c'est l'un des seuls passages, plus ou moins le seul, où j'ai grincé des dents visuellement. Ce qui est dommage parce que c'est le grand climax de la saison 1. Mais c'est un personnage que je trouve intéressant parce qu'il symbolise les leaders de chaque faction. Chaque faction pense avoir la bonne réponse. Et forcément, les factions vont se faire la guerre entre elles à cause de ça. Comme toutes les factions, elles fonctionnent sur un culte de la personnalité très fort et avec un seul leader en théorie charismatique qui décide de tout. Je pensais aussi que l'intrigue des Volt 31, 32, 33 allait me saouler, mais au final j'étais assez investi parce que comme toutes les histoires de Volt dans les jeux Fallout, t'as envie de savoir c'est quoi l'expérience. Ils en parlent un petit peu. Il y a une phrase où ils disent que chaque Volt est une expérience sociale et ça c'est une opportunité parfaite pour faire un spin-off sur des histoires de Volt, n'est-ce pas Fallout? Faites un Volt Stories où vous prenez ou des Volts du jeu ou des nouveaux Volts, ça serait vraiment super. Mais l'intrigue était intéressante, je pensais pas autant m'y attacher, autant vouloir savoir ce qui s'y passe. Et je trouve que le mystère est réussi. Ça fait évidemment penser à récemment la série Silo où ils jouaient beaucoup sur la même chose. Et là je trouve que c'est réussi et la fin est assez glaçante sans mauvais jeu de mots. Et vu qu'il y a plusieurs Volts et qu'on comprend qu'il y a plusieurs expériences, tout en montrant un peu les côtés positifs, surtout du Volt 4, qui est imparfait, mais qui essaie d'être justement une sorte d'Éden, encore un terme religieux qui est très utilisé dans la série. Peut-être c'est moins bien si tu connais déjà Fallout, parce que tu sais qu'il va se passer des choses un peu mystérieuses, mais j'ai trouvé ça quand même divertissant, et ça tient en haleine, et ça qui est bien. Et la conclusion de l'arc, justement, est vraiment réussie aussi. C'est très Fallout pour le coup, et ça montre encore une fois l'hubris de l'humain, l'envie de vivre éternellement, parce que l'arme ultime, c'est le temps. Si tu arrives à battre le temps et vivre éternellement, t'as gagné le jeu du capitalisme. Et c'est ça que fait Voltec. Et tu t'attaches à vraiment tous les personnages dans ce Volt, et ça c'est vraiment bien aussi. Mais évidemment, celui qui vole le show, c'est Walton Goggins, qui joue la Ghoul, et il a beaucoup de passages en dehors de son costume de Ghoul, avant l'apocalypse. Premièrement, il est ultra badass, et c'est lui qui ramène le côté western à la série, et qui est très peu manichéen. Au début, le gars est méchant et il s'en fiche un peu de tout et même à la fin il reste un petit peu méchant mais tu vois qu'il a un attachement d'intérêt avec Lucy. Mais ce qui est intéressant avec lui c'est la pré-apocalypse où justement il devient fatalement le symbole de Voltec qui le hante à vie parce qu'il travaille pour une boîte qui a littéralement causé l'apocalypse. Il est marié à une femme qui est à la source de cette apocalypse, plus ou moins parce qu'on voit qu'il y a une autre personne qui dirige Voltec, hein. Et tout ça par rapport à son humanité, son amour avec les chiens. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il a perdu son humanité en voulant la préserver il y a 200 ans. T'as l'impression qu'il vit ses flashbacks avec le spectateur et il se rappelle de l'humanité qu'il avait, surtout avec l'interaction qu'il a avec les chiens. C'est pas pour rien que d'un côté, il voit littéralement des vidéos de lui, des films qu'il tournait pour voir son humanité.
physiquement, et il voit aussi des ghouls férales, ce qu'il pourrait devenir s'il abandonne totalement son humanité. C'est un peu la dichotomie entre ces deux états-là qui fonctionne bien. Et tu te dis, pourquoi est-ce qu'un gars aussi cynique et dépressif survit constamment? Il aurait aucune raison de le faire, il pourrait se suicider ou se laisser mourir ou devenir féral, mais non, il recherche sa famille, ce qui est vraiment expliqué à la fin et qui montre vraiment ses vraies motivations. Mais j'adore la manière dont il utilise des phrases comme War never changes, la phrase culte des jeux Fallout, qui est encore une fois une critique de la guerre et de ce que ça fait, et à la fin il retrouve un petit peu son humanité, et c'est ça qui va être intéressant avec lui par la suite. Même s'il tue des enfants, le mec a un charisme fou, c'est ça qui est fort, c'est que le mec est pas bon quoi, il est vraiment mauvais, mais pourtant tu t'y attaches parce que tu le comprends. Est-ce que tu le défendrais? Je ne sais pas, mais c'est ça qui est fort dans la série. Lucy, ce qui est fort, c'est qu'elle symbolise aussi, comme tous les autres personnages, la propagande, le bourrage de crâne et le fait de sortir enfin de ce Vault, et c'est bien parce que pour le spectateur, tu découvres le monde extérieur en même temps qu'elle. Mais ce qui est intéressant par rapport à elle, c'est qu'elle perd son optimisme, elle perd sa bonté, et elle perd son humanité au fur et à mesure, parce que le monde extérieur l'oblige à le faire. Son environnement l'a forcée à devenir différente, à couper des têtes, à couper de la viande d'une goule pour la manger après, techniquement du cannibalisme. Elle a littéralement perdu son doigt, elle a un doigt genre gris après. Elle sauve des ghouls, mais les ghouls l'attaquent par la suite, donc ça lui fait perdre un peu confiance dans l'humanité et dans le monde dans lequel elle vit. Et c'est symbolisé à la fin par la mort de sa mère qu'elle tue pour dire au revoir à son passé et maintenant chasser son père qui détient un peu les clés de l'avenir. Et c'est ça qui est fort et pertinent, je trouve. Et vous voyez que chaque personnage est impacté par son environnement. Et c'est le message de Fallout. Et l'environnement qui a été créé par des entreprises qui voulaient des bénéfices infinis, au point de causer l'apocalypse. Critique acerbe de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Pas avec des bombes, c'est vrai, mais ça se passe aussi aujourd'hui. Kyle MacLachlan, qui est exceptionnel, un acteur de légende de la télé, du cinéma, qui a 2 épisodes dans la série, mais qui est le grand antagoniste de la série. Son objectif à lui, c'est d'éliminer toutes les factions, parce qu'ils ont toutes tort, comme toutes les autres factions. S'il n'y a pas de faction, il y aura un gouvernement, c'est un peu l'idée. Oui, il y a un rajeunissement qui est horrible, mais découvrir qui il est réellement, découvrir que Vault-Tec veut créer une vie éternelle pour leur bénéfice uniquement, encore une fois, comme je vous l'ai dit, et qu'il est prêt à abandonner sa famille pour les bénéfices et à détruire une ville entière qui était en train de se relever de l'apocalypse juste pour ses bénéfices à lui, et la mission de Vault-Tec, prêt à abandonner sa femme aussi, ça montre justement, encore une fois, comment cet homme-là a vécu un bourrage de crâne pour rien au final. Pourquoi est-ce qu'il est encore fidèle à Vault-Tec après toutes ces années? Mais sa mission ne va pas s'arrêter là parce qu'il va continuer la mission de Vault-Tec et il cherchera à détruire toutes les autres factions. Et comment il va faire ça? Il va faire ça avec une fin que je trouve très surprenante. Il va aller à New Vegas. Et moi, en tant que fan de New Vegas, je m'y attendais pas. Pourquoi? Parce que Bethesda n'ont pas développé New Vegas et c'est un peu une franchise qu'ils ont mis sur le côté et dont ils ont un peu le monopole. Et vu que New Vegas c'était pas leur franchise, j'aurais été moins surpris qu'ils aillent à Washington ou Boston. Mais aller à New Vegas, qui est géographiquement plus logique, je l'ai compris quand tu vois la fameuse tête de Deathclaw, en tout cas le squelette, qui est le hype juste pour ça. J'espère vraiment qu'ils vont faire plus une histoire horrifique par rapport à ces créatures et pas les sortir le premier épisode comme ça, bref, peu importe. Mais New Vegas, c'est intéressant parce que l'univers du Nevada est complètement différent. New Vegas, c'est une ville complètement différente et il y a des gens intéressants à New Vegas. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait les jeux, c'est quelque chose de très spécial. Donc là, on va partir sur une sorte d'adaptation peut-être de l'histoire de New Vegas, avec toutes les factions de malades mentales qu'il y a à New Vegas. Et en tant que fan de New Vegas, c'est mon préféré, je suis aux anges. Et la fin, pour les gens qui n'ont pas du tout joué au jeu, ils doivent être en mode ouais, c'est une ville, rien de spécial. C'est New Vegas, ce n'est pas rien de spécial. C'est quelque chose de très spécial. Et voir qui ce mec-là peut devenir à New Vegas, parce qu'on sait pas s'il y a Mr. House ou des choses comme ça. On sait pas qui est à New Vegas, on sait pas exactement c'est dans quel univers, même si apparemment c'est canon à Fallout au jeu. Hein. On sait pas exactement qu'est-ce qui se passe à New Vegas pour l'instant. Il y a moyen qu'ils deviennent quelqu'un de très important à New Vegas et qu'ils en jouent énormément. Donc j'ai très hâte de voir la suite. Je sais que pour les gens qui n'ont pas fait les jeux, vous vous dites ouais, c'est un squelette et une ville. Bon, peu importe. Ceux qui ont fait les jeux, vous savez à quel point c'est hypant. Je vais m'arrêter là. Je vais sûrement faire une vidéo sur Fallout en regardant un peu vos commentaires et pour parler un peu de ce que je veux dans la saison 2. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avez-vous adoré ou pas? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, actualités, critiques et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encadré épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.